Roubaix, 98 000 habitants, est la ville du multiculturalisme. Il y a 12 églises, un temple protestant et 7 mosquées. Environ 40% des habitants sont musulmans. Ici, tout le monde cohabite. Mais un rapport du gouvernement daté de 2019 pointe un repli communautaire dans certains quartiers de Roubaix. Les femmes voilées sont de plus en plus nombreuses. Les djilbabs, ces longues robes couvrant le corps, ont fait leur apparition, signe d'un islam plus radical. Amine El-Bailly est né à Roubaix. Ce juriste en droit public de 25 ans s'inquiète d'un communautarisme qui basculerait doucement vers l'intégrisme. En l'espace de 5 ans, il a vu certaines rues de sa ville se transformer. Là, on va au niveau de la rue de la Noix à Roubaix. C'est l'une des plus grandes rues, puisqu'elle amène vers le centre-ville, sur 500 mètres. Vous avez 5-6 boucheries halal dans la même rue. Vous avez, ici, le hammam oriental, la boulangerie-pâtisserie orientale par ailleurs. Ah non, mais vous avez mieux que ça. Vous avez des librairies islamiques et vous avez trois librairies à un intervalle de 100 mètres, 200 mètres, où on vend, par ailleurs, le voile intégral, le niqab. C'est aussi, d'une certaine façon, un appel à s'exclure de la communauté nationale et à adhérer à une pratique plus rigoriste de l'islam. Tout est fait pour ne pas vous mélanger dans la société. Ce communautarisme, il fait mal à la société française parce que ça nourrit, d'une certaine façon, l'islamisme radical. Et pourquoi ? Parce qu'on appelle des jeunes à s'exclure de la société française. Amine en veut pour preuve les jouets vendus dans ses boutiques. Des jouets d'un genre très particulier, qui dès le plus jeune âge, tendent à façonner l'esprit des enfants. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Je vais te donner parce que j'avais jamais vu ça sans visage. Sans visage, ah ouais. Sans yeux. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas d'yeux ? Ils n'ont pas de visage. Pourquoi ils n'ont pas d'yeux ? Parce que normalement, islamiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Donc c'est pour ça. Et les enfants, ça leur plaît à votre avis ? Ils aiment bien, ouais. Alors moi au début, je pensais que ça allait être bizarre, mais en fait les enfants, ils sont tellement pas bizarres que je pense qu'ils s'imaginent eux-mêmes les expressions, ils s'adaptent. Hein. On ne pose pas de questions ? Ah non, ma fille, elle prenait l'autre, la plus grande, elle la prenait à la crèche, etc. D'ailleurs, je me dis, bon, elle est marrante, cette poupée sans Dieu, madame. Je dis, ouais, elle est originale, sans rentrer dans les détails. Mais les enfants, ça les perturbe pas du tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Selon les courants de l'islam radical, toute représentation humaine est interdite. D'ailleurs, dans la librairie d'à côté, les personnages des livres pour enfants ont eux aussi leurs traits complètement effacés. Mais le jouet qui a le plus de succès, c'est cet ours blanc. Sur la boîte, un argument marketing, la peluche préférée des enfants musulmans. Bon, ils essaient de favoriser les trucs sans les yeux, quoi. C'est quand même mieux aussi. C'est après on vous les montre aux enfants que c'est mieux de pas faire de représentation, de dessin, etc. C'est quand même plus judicieux. Ces commerces n'ont rien d'illégal, mais révèlent l'influence d'un courant très rigoriste à Roubaix. C'est la thèse du sociologue Bernard Rougier, spécialiste de l'islam radical. C'est une manière de montrer que dès l'enfance, on va être meilleur musulman que les autres. Et sous-entendu, les autres ne sont pas des bons ni des vrais musulmans. Et donc, c'est l'introduction d'un principe idéologique dans le monde de l'enfance. Et en ce sens-là, c'est assez inquiétant. Oui. Et il y a plus alarmant. Dans les rayons de certaines librairies islamiques de Roubaix, à côté d'auteurs modérés, des livres sulfureux. Comme ce recueil de savants saoudiens, Fatwa concernant les femmes, qui valide la lapidation. Ou celui-ci, La voix du musulman, qui prône le djihad. Il est considéré comme une sorte de mode d'emploi de l'islam radical. En ce qui concerne les règles de la vie conjugale, un vendeur nous propose son best-seller. C'est un livre qui est vraiment pas mal. C'est un livre que les gens ils offrent énormément avant les mariages, etc. Parce qu'en fait, dedans, dans ce livre-là, il vous explique en fait les droits et devoirs mari et femme, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, la femme, elle voit les devoirs qu'elle a et les droits qu'elle a vis-à-vis de son mari et inverse.
Et c'est vraiment quelque chose de complet parce que c'est tiré du Coran, de la Sunna, vous avez énormément de hadiths et tout dedans. C'est quelque chose qui est vraiment complet. Dans ce petit livre de 130 pages, les femmes ont plus de devoirs que de droits, comme par exemple l'interdiction de mettre son mari en colère, de se refuser à son époux ou encore de demander le divorce. Et ça marche bien en ce moment? Non, mais ça marche tout le temps, ça. Et franchement, c'est un grand classique. Il faut savoir que le cheikh qui a fait ça, c'est un savant algérien. Il est vraiment au courant du hal de ce qui se passe en France, etc. Les mentalités, c'est plus ou moins les mêmes, donc ils ont l'habitude. À Roubaix, des commerces s'adaptent à cette demande d'un islam très rigoriste. Certains restaurants ne font pas exception. De l'extérieur, celui-ci semble ordinaire. Mais une fois passé la porte d'entrée, nous découvrons une salle spécialement aménagée. Ici, les femmes voilées ont leur place réservée. On est deux et on aimerait bien un box. Vous voulez un box? Inch'Allah. Pour dîner sans avoir à porter le voile, il suffit pour cela de tirer le rideau. Depuis son ouverture il y a 3 ans, le restaurant ne désemplit pas. C'est le seul resto ici qui fait ça? Les box? Après, je conseille à mes clients qui veulent plus de tranquillité de venir le week-end. Ah. Le mieux, c'est de venir en semaine, Bon, alors. plus calme, plus posé. Tout seul. C'est bien quand on est deux femmes voilées. Ah ouais, mais ça a été fait tout le temps. Je me vois comme ça a été fait pour. Pas grave, soirée à vous, mesdames. Merci. Bientôt. Au revoir. Il y a 5 ans, les gens se mélangeaient. Et ce changement, cette bascule dans la société, elle est imminente. Elle est imminente. C'est-à-dire que si on ne fait rien là, c'est perdu. Amine El Bailly en sait quelque chose. Sa sœur aînée s'est radicalisée en 2014, puis elle a rejoint l'État islamique. Aujourd'hui, elle est emprisonnée dans un camp en Syrie. Je mène une vraie bataille contre l'islam radical, parce que je suis touché personnellement par la radicalisation. J'ai l'une de mes grandes sœurs qui elle-même s'est radicalisée ici à Roubaix. Et puis aussi parce que j'estime que c'est un vrai sujet de société. Et soyons crus, ça ne peut pas être uniquement le français blanc qui doit parler du sujet. Il faut aussi que les musulmans de ce pays se réveillent, prennent la parole et disent « Nous, l'islamisme, c'est pas possible. Pas chez nous. » À Roubaix, Amine El Bailly a engagé la bataille. Il a mis au jour un scandale qui mêle argent et islamisme. Après 1 an d'enquête, il révèle que la mairie finance une association qui ferait du prosélytisme religieux auprès de jeunes enfants. On est devant les locaux de l'association AIR. J'ai signalé cette association qui, sous prétexte de cours de soutien scolaire, effectue en réalité des cours coraniques à des gamins âgés de 3 ans. Et là, c'est une association qui est gérée avec des fonds publics, avec de l'argent public, dans des locaux qui appartiennent à la ville de Roubaix. Donc c'est ça qui me gêne. Les cours de religion sont autorisés, mais en aucun cas ils ne peuvent être financés par de l'argent public. L'association AIR, Ambition et Initiative pour la Réussite, est un géant des cours de soutien à Roubaix. Depuis 2013, elle accueille 300 élèves du CP à la terminale. Ses très bons résultats au brevet et au baccalauréat font la fierté de la mairie, qui la soutient financièrement et publiquement. Le maire de Roubaix s'est affiché de nombreuses fois dans les locaux de cette association. Vous avez des associations, notamment une association qui s'appelle l'AIR, qui fait du soutien scolaire depuis des années, qu'on aide à grandir. Au fil des années, et discrètement, l'association AIR aurait ajouté à ses activités des cours d'arabe, qui se seraient transformés en cours de religion. Le maire et les élus étaient-ils au courant? On peut se poser la question. Amine a retrouvé des documents qui étaient distribués aux enfants. Par exemple, et ça c'est assez parlant, un calendrier avec, ici, vous pouvez le voir, avec les horaires de prière. Et puis, on vous propose aussi dans ce calendrier comment bien faire la prière.
C'est à la fois l'apprentissage des gestes, et puis en même temps, vous avez évidemment les sourates adéquates qui doivent être dictées. On a le parfait guide pratique pour suivre la prière. Les livres d'arabe font aussi référence à la religion, tout comme les devoirs. Sur les cahiers de texte des élèves, on peut lire « Réviser Sourate al-Masad » ou encore « Apprendre Sourate al-Fatiha ». Des enseignements clairement religieux. Donc évidemment, ce n'est pas des cours de langue arabe. On peut parfaitement apprendre l'arabe sans apprendre à des enfants de 3 ans le Coran. Alors qui est le fondateur de cette association? Nous avons cherché à le rencontrer, mais il a refusé toutes nos demandes d'interview. Nous sommes allés le retrouver sur son lieu de travail. Il est professeur dans un lycée public de Roubaix. Bonjour. Je fais un reportage sur l'association AIR. Parce que moi, je trouvais très important de vous donner un droit de réponse. Il y a eu un mélange des genres entre cours d'arabe et cours de religion. Je peux pas le refuser. Vous voulez pas du tout vous exprimer? Est-ce que vous avez donné de cours de religion? Pour se défendre, il ne s'est exprimé qu'une seule fois dans le quotidien régional, La Voix du Nord. Et si notre objectif était d'enseigner le Coran, est-ce qu'on serait venu s'installer dans un endroit aussi peu discret? Notre objectif, c'est d'aider des gamins en souffrance scolaire, pas de se substituer aux mosquées. Et pourtant, quand nous sommes allés à l'association en profitant d'une journée d'inscription, c'est un tout autre discours que nous avons entendu. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous nous sommes fait passer pour des parents d'élèves. C'est la directrice adjointe qui nous accueille. Salam. J'ai des renseignements pour les cours d'arabe. Vous êtes du coup la directrice, c'est ça? Oui, une responsable. D'accord, très bien. Et une dame, elle m'a dit il y avait les cours de Coran. Non, on fait que la langue arabe. D'accord, ok. Et pourquoi on ne fait plus... Non, c'est pas. Pardon. Les employés semblent avoir reçu des consignes de discrétion. À la sortie, un groupe de femmes nous avoue que depuis cette année, l'association est obligée de se montrer prudente avec les cours de Coran. Excusez-moi, j'ai une question. Je voulais inscrire mon fils. Vos enfants. Oui, moi je travaille ici, je suis enseignante. D'accord, ok. Ouais, on fait pas de Coran. On fait pas. Malheureusement, on fait pas cette année. On est surveillé. D'accord. Tu sais qu'on est surveillé par rapport à l'État. C'est l'État. Avant, il y avait 2 séances par semaine. Moi, je suis parent d'élèves. Oui. Il y avait 2 séances par semaine. On avait... Ma fille, elle avait 3 ans. Oui. Il faisait le Coran, il faisait la religion, il faisait les doigts et tout ça. Et moi, j'ai demandé à la directrice, je lui ai dit, pourquoi vous avez raté cette année? Elle m'a dit, on attend que ça se calme, on a peur qu'on nous ferme l'association. Ça va reprendre parce que c'est ce qu'elle m'a dit, la directrice. Donc, sûrement que... Ah, elle vous a dit que ça allait reprendre. Au revoir. Sous couvert de cours de soutien, l'association AIR aurait bien donné des cours de religion. Et pas n'importe lesquels, ceux d'un islam rigoriste. Et pour cause. Le directeur d'AIR a dirigé pendant 6 ans une école coranique dans une mosquée intégriste de Roubaix. Bruno Renoul est journaliste à La Voix du Nord. Il a enquêté plus d'1 an sur l'association AIR. Ici, c'est la mosquée Abou Bakr, qui est une mosquée de tendance salafiste à Roubaix. Le salafisme, c'est un courant qui vise à pratiquer l'islam tel que le pratiquaient les compagnons du prophète Mahomet. Donc avec des rites et des pratiques qui existaient au premier temps de l'islam, donc au 7e siècle. Il nous explique qu'en 2013, le directeur décide de quitter l'école coranique de la mosquée pour en créer une nouvelle qui fera du soutien scolaire et en plus sera laïque. Il aurait eu un but bien précis en tête. En fait, il a continué la même activité qu'auparavant. D'ailleurs, il y a plein de parents pour qui c'était toujours une école coranique, en fait. Alors que lui, le discours officiel qu'il tenait auprès des institutions, c'est « non, on donne des cours de soutien scolaire ». C'est-à-dire qu'une partie de l'activité a été cachée aux autorités pour pouvoir toucher des subventions.
Le fondateur aurait touché des dizaines de milliers d'euros de subventions. Rien qu'en 2020, la mairie de Roubaix a versé 64 640 euros. Et la préfecture, 6 000 euros. Quand Amine El Bailly découvre l'affaire, il envoie des mails d'alerte à la mairie. Mais ils restent tous sans réponse, contrairement à ceux envoyés à la préfecture. Johanna Buchter, la sous-préfète, lance immédiatement une enquête qui révèle que AIR a bien des activités contraires à la laïcité et aux valeurs de la République. La loi de 1905 dispose qu'aucun culte ne bénéficie de subventions publiques. Donc tous ces éléments-là sont suffisants pour l'État pour prendre cette décision, d'une part de ne pas renouveler sa confiance à cette association, mais aussi pour exiger le remboursement des subventions qui ont été versées et qui vraisemblablement n'ont pas eu un usage conforme à ce qui était accordé au départ. Combien vous demandez de remboursement ? Le montant total dépasse 50 000 euros. Et ce n'est pas fini. Même le conseil régional, qui avait donné 1 500 euros en 2018, a lui aussi demandé le remboursement de la somme. Quant à la mairie de Roubaix, elle ne demande aucune restitution d'argent et elle reste étrangement silencieuse. Le maire, Guillaume Delbar, d'hiver droite, ici en veste bleue, a refusé toutes nos demandes d'interview. Nous sommes donc allés l'interpeller lors d'une sortie officielle à un vernissage. En fait, monsieur le maire, j'essaye de vous joindre depuis très longtemps parce que je voudrais savoir si vous avez demandé le remboursement des 64 640 euros à l'association R. Je laisse l'enquête se faire. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il y a confusion des genres et qu'entre cours d'arabe et cours de religion? Je n'en sais rien, je laisse l'enquête se faire. Parce que c'est très important que vous nous répondiez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va contre les valeurs de la République? Quelques minutes plus tard, le maire se ravise et revient vers nous. Il ne sait pas qu'il est filmé. Cet assaut, je suis allé 15 fois les voir pour un travail remarquable sur le soutien scolaire. Et j'ai pas vu le début d'une marque de prosélytisme. Et vous vous dites que si c'était avéré, ça vous gêne ou pas? Le directeur de l'association m'a dit que c'était pas le cas. D'accord. Mais M. Glaoui était à la mosquée Abou Bakr, c'est ça? L'association était historiquement liée et puis elle c'est pour ça. s'est séparée. Donc moi, il m'a dit, oui, il y a une période de transition. Mais l'enquête de la préfecture, alors, elle n'est pas valable, à votre avis? Non, j'attends d'avoir des éléments probants. Cours coranique, ça ne veut pas dire djihad et tout. Guillaume Delbar semblerait au courant, mais minimise le problème. Le journaliste de La Voix du Nord, Bruno Renoul, pense savoir pourquoi. L'homme politique aurait pu fermer les yeux pour des raisons électorales. Alors effectivement, moi j'ai parlé de politique de l'autruche sur le sujet parce que Guillaume Delbar, c'est pas la première fois qu'en fait il est très gêné en fait pour s'expliquer quand il y a une polémique liée à l'islam. Et donc là, sur ce sujet, est-ce qu'on peut parler de clientélisme? Ce serait une accusation un petit peu forte. Mais en tout cas, je pense que le maire de Roubaix a très très peur de se mettre à dos une certaine partie de l'opinion musulmane. Il doit penser qu'il y a un électorat musulman à Roubaix. Et donc, il préfère le plus souvent se taire pour ne pas prendre de risques. Depuis notre tournage, l'association AIR a fermé ses portes. Son directeur et 2 autres responsables ont été placés en garde à vue par la brigade financière de Lille, qui a ouvert une enquête pour abus de confiance. Leur procès aura lieu dans quelques jours. Quant au maire de Roubaix, il sera également jugé pour détournement de fonds publics par négligence. La justice lui reproche sa réaction très tardive dans cette affaire. Pour Amine El Bailly, cette histoire qu'il a contribué à dénoncer est révélatrice de l'aveuglement de certains hommes politiques, d'un déni dangereux face à l'emprise islamiste. Le silence de la mairie sur cette affaire, ça m'a rappelé le fait que de nombreuses familles qui avaient signalé la radicalisation d'un de leurs proches n'ont pas été prises au sérieux.
lorsque j'avais signalé la radicalisation de ma propre sœur. J'avais l'impression de parler à un mur. Les autorités publiques ne comprenaient pas. Mon signalement n'a pas été pris au sérieux. Et malgré nos signalements dans la procédure, elle a quand même pu partir en Syrie. Et donc, moi, je lance ce message d'alerte. Si vous n'agissez pas dès aujourd'hui contre le communautarisme, vous allez voir à quoi vous allez être confrontés dans quelques années. Ce sujet, c'est une bombe à retardement. Si vous ne luttez pas maintenant contre l'islamisme, si vous ne sortez pas immédiatement du déni, vous allez le payer très cher. Selon un rapport du Sénat, sur les 4,1 millions de musulmans que compte la France, environ 90 000 sont fondamentalistes et 8 000 sont considérés comme engagés dans un processus de radicalisation et étroitement surveillés par les services de police. Niveau 266 national, ils vont tout droit en direction du point d'arrivée. Ouais, c'est pris. Cette mission revient essentiellement aux renseignements territoriaux. Dans les Bouches-du-Rhône, une vingtaine de policiers suit les déplacements d'islamistes considérés comme potentiellement dangereux. Ce jour-là, Max surveille un délinquant qui se déplace en scooter. Il s'est radicalisé après un séjour en prison pour vol et agression. Pourquoi vous surveillez cette personne ? Le profil qui nous a été transmis par les services pénitentiaires, c'est un individu particulièrement hostile, avec un comportement agressif, qui se portait aussi au niveau religion et intégrisme et salafisme, quelque chose de peu avancé. Après, terroriste, c'est pas écrit sur le front, hein, donc c'est de voir effectivement quelles vont être ses relations, quelles vont être ses habitudes de vie, savoir qui il rencontre, à quelle heure, où. Est-ce qu'il suit de manière drastique les prières auxquelles il doit assister? Tout ça, ça va corroborer un profil islamiste ou pas? En clair, ils cherchent à déterminer son niveau de dangerosité et surtout, quel réseau il fréquente. Ça va descendre. Ouais, c'est pris pour cirage. Ça, c'est eux qui arrivent. Voilà, c'est eux qui arrivent. Ah oui, target en approche. Il descend. Vous savez combien de temps vous allez le surveiller, celui-ci ? Aucune idée. Aucune idée. Ça va être, je vous dis, en fonction de ce qu'on va pouvoir recueillir, apporter aux analystes, et c'est eux qui décideront si on continue à le surveiller ou pas. Il monte sur le scout. C'est un départ pour le target. Ok. La filature peut durer des mois et mobiliser une dizaine d'agents. Le travail de fourmi des renseignements territoriaux et des autres services aurait permis de déjouer 37 attentats islamistes en France depuis 2017. Toutes les personnes radicalisées ne basculent pas dans le terrorisme. En revanche, elles diffusent des idées contraires aux valeurs de la République. C'est-à-dire qu'elles font passer la religion au-dessus des lois. La stratégie des islamistes est souvent la même: prendre le contrôle des lieux de vie. Depuis 2019, le patron des renseignements territoriaux de Marseille a signalé une vingtaine d'établissements tenus par des fondamentalistes. 11 ont été fermés. On surveille les écoles, certaines salles de prière, des associations, ça peut être des commerces. Il n'y a pas un endroit où on véhicule des idées rigoristes. Il y a plusieurs domaines qui méritent une attention. Comme ce bâtiment qui a été fermé cette année. L'association qui le louait entraînait au foot les enfants du quartier. Puis elle avait ouvert une mosquée salafiste et une école coranique où étaient prononcés des discours anti-républicains. Et c'est ça le danger aujourd'hui. C'est pas tellement le fait qu'ils puissent se commettre des attentats, mais le fait d'entretenir des salles où on a un discours qui est particulièrement marqué. C'est ce qu'on essaye de détecter. Après, que les gens soient plus croyants, plus pratiquants, ou ce genre de choses, c'est pas notre problème à nous, c'est pas notre problématique. Par contre, la personnalité des gens qui amènent un groupe à se radicaliser, ça par contre, ça nous intéresse,
parce que lorsque vous laissez s'installer un foyer fondamentaliste, anti-républicain, ça se transmet. Et cela peut toucher petit à petit toute la communauté, notamment les enfants, très facilement influençables. Pour diffuser leur idéologie, les islamistes ouvrent des associations sportives, de soutien scolaire ou encore des écoles, dont certaines sont clandestines. Comme celle-ci, repérée par les renseignements territoriaux. Il y a 3 ans, elle accueillait une vingtaine d'enfants. Structure clandestine, non déclarée, sous couvert d'une structure associative au départ et qui grandissait chaque jour. Elle attirait très peu l'attention, si ce n'est aux heures d'arrivée des enfants et aux heures de départ. C'est le seul moment où on pouvait détecter la présence d'une école tournée vers la religion musulmane. Depuis 2019, 2 écoles clandestines ont été fermées à Marseille. À côté de ces écoles cachées et non déclarées, d'autres établissements sont aujourd'hui dans le viseur des autorités. Les écoles privées hors contrat. Elles ne touchent aucune subvention et ne sont pas obligées d'engager des professeurs diplômés. En France, sur un total de 60 000 écoles, il existe 1831 établissements hors contrat. 71% sont laïques et 29% sont confessionnels. 217 sont catholiques, 50 sont juifs et 63 sont musulmans. Si la majorité ne pose pas de problème, certains sont soupçonnés de dérives religieuses, comme cette école musulmane, située dans les quartiers nord de Marseille. Les renseignements territoriaux ont repéré que des islamistes y auraient inscrit leurs enfants. Les policiers vont contrôler l'établissement avec d'autres services de l'État. Tout le monde est là? Bon. Alors, ce matin, on contrôle une école hors contrat. Cette école, elle a ouvert il y a 9 ans. Il y aurait 143 élèves inscrits, donc 9 classes. Donc maternelle et primaire, ça va de la très petite section au CM2 et une douzaine d'enseignants ou personnels. Donc le but du contrôle, c'est de s'assurer que les enfants étaient accueillis dans de bonnes conditions et de vérifier les diplômes des enseignants. Aux côtés des renseignements territoriaux, une quarantaine de fonctionnaires. Éducation nationale, services d'hygiène, URSAF, fisc, police. Bon, on y va. À eux tous, ils forment la CLIR, la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Cette cellule existe depuis 2019. Il y en a une dans toutes les préfectures de France. Il y a encore peu, chaque service intervenait de son côté, avec une efficacité plus limitée. Bonjour, Éducation nationale, nous venons pour un contrôle de l'école, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ils unissent leurs compétences pour lutter contre la radicalisation religieuse. Bonjour monsieur, Éducation nationale, nous venons pour un contrôle de l'école. Voilà l'ordre de mission de monsieur le recteur. Le directeur n'a pas été prévenu de cette inspection. Ce sont les 3 inspecteurs de l'Éducation nationale qui vont faire le contrôle, associés aux autres services de la préfecture. Vous voyez dans le monde qu'il y a là Ce qui est responsable au moins. Préfecture de police. 143 enfants sont inscrits dans cette école hors contrat musulmane. Une chose frappe tout de suite les inspecteurs de l'Éducation nationale. Dès l'âge de 9 ans, les filles sont voilées et séparées des garçons. Signe d'un islam rigoriste. Cette enseignante l'assume totalement. Ils sont en CP? Oui. Et là, ils sont séparés, garçons-filles. Exactement. Le but, les filles voient les garçons voient les filles. Donc finalement, c'est apprendre à vivre ensemble sans forcément avoir besoin d'avoir ce contact-là, d'aller parler à un homme, etc. Mais du coup, ils apprennent à vivre sans aller voir le genre opposé. Même en CP, même à 5-6 ans? C'est quoi le danger? C'est plus pour plus tard, voilà. Lorsqu'on nous donne des convictions, des valeurs, etc., des principes dès l'enfance, finalement on grandit avec. Et c'est compliqué pour nous d'enfreindre quelque chose qui est inné en fait finalement chez nous.
C'est des convictions que nous avons et c'est la politique également de l'école. D'accord, voilà, c'est religieux. Exactement. Cours de sport, cantine, et même lors des récréations, les enfants ne se mélangent pas. Cette petite fille aimerait aller du côté des garçons, mais la surveillante l'en empêche. Et quand nous posons la question au directeur, il se justifie d'une façon étonnante. Cette règle n'aurait rien à voir avec la religion. C'est pas dans la religion. Donc la religion n'oblige pas. Mais pédagogiquement parlant, quand on est dans la cour de récréation, instinctivement, vous verrez que les garçons jouent avec les garçons et les filles avec les filles. On ne peut pas forcer une fille à vouloir être amie avec un garçon ou un garçon avec une fille. Donc on a trouvé cette facilité. Donc à partir de ce moment-là, quand une chose elle marche, pourquoi s'en priver? Ça, c'est pas la réalité de la vie en France. On n'est pas séparés. C'est pas la réalité actuelle. Des fillettes voilées, des enseignantes entièrement couvertes, des règles de non-mixité très strictes. Les inspecteurs de l'éducation nationale n'avaient jamais vu cela ailleurs. On a fait d'autres écoles de même confession où les enfants sont mélangés. Ça montre un petit peu finalement comment ils voient la pratique de la religion. Là, ça montre certains éléments, effectivement. C'est pas illégal? Non, c'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. Là, ça fait partie de leur organisation, donc on peut pas dire, vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, pour nous, ça fait partie des signes faibles. On a fait ça des signes faibles, en me disant, bon, il y a peut-être une vigilance à avoir par rapport à ce qu'ils peuvent prôner et dire. Et notamment dans les cours qui leur sont donnés. Bonjour madame, bonjour les enfants. Car dans les écoles intégristes, certains enseignements sont volontairement occultés, comme la théorie de l'évolution, les sciences naturelles ou l'art. Les inspecteurs de l'éducation nationale cherchent aussi à savoir si la religion ne prend pas plus de place que le programme scolaire. Regarde si les enseignements respectent bien le socle commun de culture et de connaissances, c'est-à-dire qu'il y ait des sciences, il y ait le français, qu'il soit bien respecté. C'est surtout ça que je regarde. De la maternelle au CM2, l'arabe est enseigné tous les matins. Reste maintenant à connaître le contenu des cours. Après, nous allons faire traduire pour avoir une idée un petit peu de ce qui est fait. Voilà, puisque nous ne maîtrisons pas la langue arabe. Donc, L'inspectrice veut poser des questions à la professeure d'arabe pour savoir quel manuel elle utilise. Là, on a les cahiers d'écriture. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Donc, on a d'abord le constat rituel, le Coran, l'arabe. En langage, on a fait le son 1. D'accord. Vous appuyez sur quel ouvrage pour les maternelles? En fait, c'est juste le Coran. Alors, c'est juste un support, en fait, parce que c'est beaucoup de partage. D'accord. Pas de manuel scolaire en arabe, uniquement le Coran. Ça ne ressemble pas à un cours de langue vivante, mais plutôt à un cours d'enseignement religieux. Ils apprennent, ils apprennent des sourates. Hein, donc, vous voyez, il y a la récitation des sourates. À quel âge? À 2 ans. Donc, ils commencent à apprendre les sourates. On les voit là? Voilà. Ça, ce n'est pas habituel? C'est la première fois, effectivement, que moi, je vois des enfants si jeunes qui apprennent des sourates tous les matins. Comme l'avaient signalé les renseignements territoriaux, la religion est omniprésente et elle le serait au détriment de l'enseignement général. Ce n'est pas la seule dérive constatée. Bonjour madame. Service de l'URSSAF. Oui. Les agents de l'URSSAF découvrent ce qui ressemble à une fraude. La majeure partie des personnels de l'école, des professeurs aux agents d'entretien, n'est pas déclarée comme salarié, mais en tant que bénévole. Ils ne touchent donc pas de salaire, mais un dédommagement de quelques centaines d'euros par mois. Bonjour, je suis de l'URSSAF, je vais juste avoir 2 petites questions à vous poser. Ici, vous faites quoi dans l'école? Vous êtes enseignante ou vous êtes comme tata? D'accord. Vous êtes à temps complet ou à temps partiel? Temps complet. Donc bénévole, donc vous perceviez des remboursements de frais, vous avez une annuité forfaite. Hein. Vous, c'est 500 € alors, c'est ça, fin de mois? Ouais, c'est ça. D'accord. Choukran. Merci. Bonjour, c'est l'URSSAF. Vous êtes bénévole ou vous êtes salarié? Non, je suis bénévole. Bénévole. Ouais. Du lundi au vendredi? Ouais. 500 € fin de mois? Ouais.
Pour être très clair, ce n'est pas du bénévolat. Là, non. Non, on a... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez une prestation réalisée à temps complet, qui en plus donne lieu à une rémunération forfaitaire, qui est de 500 €. C'est du travail dissimulé, ouais. C'est une dissimulation d'emploi salarié. Sur 12 employés, 9 sont déclarés comme bénévoles. Le directeur éviterait ainsi de payer les charges sociales. Ça fait beaucoup d'argent. Si on considère que les frais de scolarité, c'est 200 € par mois par élève, et qu'on a environ 200 élèves, ça fait 40 000 € de rentrée chaque mois. Donc après, il faudra examiner les comptes de l'association pour voir l'usage qui est fait de ces sommes-là. Quelles dépenses, par exemple ? Des voyages, des restaurants, des choses comme ça, quoi. Ça peut être de la vie de biens sociaux. Ouais. Ça peut jouer pour fermer l'école ou pas ? Ça peut, oui. De toute façon, après, c'est Madame la préfète qui décidera. Hein. 2h30 de contrôle plus tard, les différents services repartent les bras chargés de documents comptables, de cahiers de cours, de bulletins de paie qu'ils vont devoir analyser. Mais le premier compte-rendu qu'ils transmettent à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, est déjà alarmant. Nous avons constaté un certain nombre de carences. Je vous donne quelques exemples. Il n'y avait pas de livres dans les salles de classe, pas de livres d'enseignement, ou très peu. Les seuls livres qui étaient présents, par exemple pour l'enseignement de la langue arabe, c'était le Coran. Sur la question de la culture, tout un pan du socle commun qui n'est pas enseigné, manifestement, dans cette école, sur un certain nombre de concepts de biologie. La reproduction ? C'était pas enseigné. C'est également des problèmes d'encadrement, avec des personnes présentes, des adultes qui n'ont pas forcément les diplômes requis pour encadrer et enseigner aux élèves. Et donc, si elle ne se met pas en conformité, elle sera fermée. De son côté, le directeur de l'école ne comprend pas ce que l'État lui reproche. Il se présente comme un homme d'affaires qui gère un abattoir et une exploitation agricole en plus de son groupe scolaire. Pour lui, cela s'apparente à de la persécution contre la communauté musulmane. Vous avez l'impression que vous êtes pris pour cible un peu les écoles. C'est pas une impression, il faut pas se mentir, c'est pas une impression, c'est une réalité ça. En fait, c'est la stigmatisation, au bout d'un moment c'est un constat. Donc aujourd'hui on le ressent plus, on le sait, c'est-à-dire qu'on est obligé de se justifier pour toute chose. En quelque sorte, nous, une petite erreur, on n'y a pas droit. En fait, la laïcité, j'en entends parler depuis 5-6 ans, c'est récent. C'est une nouvelle religion, entre guillemets. C'est vrai, avant, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et selon le directeur, apprendre l'arabe uniquement dans le Coran n'est pas un problème. Il faut appeler un chat un chat. Il mémorise des versets. Du Coran. Voilà. Si maintenant vous dites que ça c'est de l'enseignement de la religion, je sais pas, pour moi c'est comme la poésie en fait. Parce que parce qu'ils apprennent pour pouvoir faire la prière et essayer de poindre la ligne. Vous n'avez pas peur qu'on vous ferme l'école ? Non, j'ai pas peur parce qu'on n'a rien à cacher. Rien à cacher, pas si sûr. Nous avons découvert que le directeur dissimulerait une autre activité. Il accueillerait dans ses locaux une école clandestine qui échapperait à tout contrôle. Tout commence quand nous avons décidé d'assister à une réunion de parents d'élèves avec comme prétexte d'inscrire un enfant à l'école primaire. Bonjour, je viens pour la réunion d'information. Merci. Arrivés dans la salle de réunion, hommes et femmes se séparent naturellement. Chacun s'assoit d'un côté de la classe. Le directeur arrive et ouvre la réunion par une prière. Salam alaikum. Les vacances scolaires sont exactement les mêmes que ceux de l'éducation nationale. Par contre, nous avons notre jour férié. Les jours fériés, comme, je sais pas, c'est un truc, etc., nous, on fait pour. Et par rapport à la prière, est-ce qu'elle est inculquée ou Alors, en fait, la prière est obligatoire à partir du CP. On leur apprend bien évidemment les droits à faire, les ablutions, etc., etc. D'ailleurs, à ce titre,
Systématiquement, le matin, ils font le devoir. Avant de cours, avant d'entrer aux toilettes, on se prend des toilettes, avant de manger à la cantine, en sortant. Une fois la présentation de l'école officielle terminée, le directeur s'adresse aux parents qui sont sur liste d'attente. Les élèves qui sont sur liste d'attente pourraient donc s'inscrire à une association. L'association serait en fait une école clandestine située au premier étage de ce bâtiment. Elle est dirigée par ce couple. Voici ce qu'ils proposent aux parents. On est à Marseille, il y a environ 300 000 musulmans et seulement 3 écoles, ce qui fait que ces écoles se retrouvent très vite submergées par des demandes. Donc beaucoup de parents se retrouvent donc sans réponse de vouloir scolariser leur enfant dans une école musulmane. Donc il nous est venu l'idée de proposer aux parents une alternative qui correspond aux valeurs et à l'éducation que l'on peut retrouver dans une école musulmane. Tous les niveaux sont pris en charge. Donc l'enfant, en fait, on le récupère, on lui fait exactement ce qu'il ferait dans la salle de classe avec les autres élèves, sauf qu'il est avec nous et d'autres élèves. Il aura des récréations en même temps que les autres élèves, la cantine en même temps que les autres élèves, les sorties scolaires, tout en même temps que les autres élèves, sauf que il fera la classe, son cours dans l'association. C'est toujours dans les mêmes locaux, mais c'est l'association qui prend en charge et pas l'école. Nous avons montré ces images au recteur de l'Académie des Bouches-du-Rhône, Bernard Beignet. Il n'en revient pas. Pour lui, il n'y a aucun doute possible. Ça, c'est justement la marque potentielle d'une école clandestine dans l'école hors contrat. Donc ça, ce n'est pas autorisé? Ah non, c'est de l'instruction en association, si vous me permettez cette formule. Donc on contourne la loi. Et c'est inadmissible, et c'est même quelque chose de pervers, parce que c'est détourner purement et simplement l'acte éducatif. Quand vous voyez ça, vous vous dites il faut regarder. Il faut fermer peut-être, on sait pas. Alors, on ne sait pas. Il faut fermer après avoir fait une inspection qui est une véritable enquête. Quelques mois plus tard, la CLIR effectue son deuxième contrôle. Et elle tombe effectivement sur l'école clandestine. Au premier étage, les inspecteurs découvrent une classe avec une dizaine d'enfants. Une enseignante bénévole est présente. Les garçons, vous avez terminé? Oui. Mais aussi la directrice de l'association, que nous avions filmée avec son mari, en caméra cachée. Tous les deux expliquaient aux parents qu'ils venaient d'ouvrir une autre école au sein de l'école officielle pour les enfants qui n'avaient pas de place. Mais devant les inspecteurs, elle raconte une autre histoire. Elle ne donnerait que des cours de soutien scolaire. Ils sont tous inscrits à l'école. Et eux font partie des élèves qui ont des difficultés, qui sont envoyés par leur enseignante. Et moi, je les renvoie une fois que le soutien scolaire est fait. Ah oui, c'est pas une autre école. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, mais il n'y a rien d'autre. Des arguments qui ne semblent pas avoir convaincu. Pour avoir abrité une école clandestine, le directeur risque de voir son établissement fermé. Et ce n'est pas tout. La préfecture de police lui reproche des manquements dans l'enseignement, des contrats de travail illégaux et l'emploi de professeurs non diplômés. Mais également la diffusion d'une idéologie séparatiste dangereuse pour les enfants. Je pense qu'il faut lutter contre ce type d'école qui enseigne à de très jeunes élèves une vision qui n'est pas celle que l'on veut avoir dans ce pays de vivre ensemble, d'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut tout faire pour éviter qu'ils ne soient très jeunes pris dans ces engrenages-là et qu'ils deviennent ensuite des adolescents ou des adultes qui n'ont qu'une vision très étriquée de ce que peut être la vie en société et une vision très étriquée d'ailleurs de l'islam. Depuis 2019, les cellules de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire je suis obligé de demander la fermeture administrative au préfet. Ont contrôlé 24 000 structures. Des restaurants, des librairies, des clubs sportifs, des établissements scolaires et des lieux de culte. 672 ont été fermés, dont une vingtaine d'écoles.
Et sur les 2623 mosquées et salles de prière que compte la France, 99 ont dû être contrôlées, soit moins de 4%. 22 ont été fermées. Mais certaines font de la résistance et refusent de se plier aux lois de la République. À Marseille, les policiers des renseignements territoriaux ont dans le collimateur une mosquée salafiste, officiellement fermée depuis 5 ans. On va sur la salle de prière, la mosquée de Consolat, qui est implantée dans les quartiers nord de Marseille, et qui, depuis maintenant plusieurs années, a été frappée de fermeture, d'arrêtés administratifs qui n'ont jamais été respectés. La mosquée se trouve à l'intérieur d'une cité sensible, au pied d'un immeuble. Le but, c'est quand même d'être discret. Même si on peut être opéré, parce que, bon, faut pas se leurrer, vous allez arriver dans un quartier où il y a non seulement la thématique de la religion, mais vous avez aussi toutes les problématiques liées au trafic des stupéfiants. Donc forcément, c'est surveillé. Ce jour-là, la mosquée semble fermée. En tout cas, en apparence. Les policiers vont se mettre en planque. Leur stratégie, c'est de ne pas avoir beaucoup de monde sur place, de ne pas avoir des gens qui prient à l'extérieur et maintenir ouvert sur des créneaux horaires, on va dire, à plus faible affluence. Et effectivement, vers 16h, c'est-à-dire la fin de la 3e prière de la journée, la mosquée s'anime. Pas sûr, ça sort à gauche. Vas-y, sors. Bon, là, on va y aller. Par contre, on traîne pas. Donc là, on vient d'observer qu'effectivement, malgré les différents arrêtés qui ont été pris, eh bien, le lieu de culte est toujours ouvert, est toujours fréquenté. Donc que ce soit fermé ou pas officiellement, ça ne les décourage pas. Ce sont des adeptes d'un islam rigoriste. C'est leur lieu de culte, donc forcément, ils continuent à prier dans ce lieu de culte, fermé ou pas. C'est une sorte de résistance quand même à la loi, là. Fondamentalement, le travail n'est jamais fini. Jamais. Les renseignements territoriaux appellent cela le fondamentalisme de résistance. Pour les faire plier, le 4 juin dernier, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné l'association de la mosquée à 15 000 € d'amende, ainsi que 3 700 € pour son gérant, avec ordre de fermer une bonne fois pour toutes. Seulement, quand nous y retournons 4 mois plus tard, nous constatons que la mosquée est toujours ouverte. Une vingtaine de fidèles sont présents. Pour échapper à la surveillance des renseignements territoriaux, un des fidèles nous explique la stratégie qu'ils ont mise en place. Moi, je suis le manhaj salafi. Ah, ok. Tu vois? Oui, oui. Je vois très bien. Officiellement, parle doucement. Ah, smahli. Officiellement, c'est fermé. Mais ils vous prennent pas la tête quand vous ouvrez? Ça reste entre nous. Ouais, mon frère, wallah. Tu peux venir là. Il y a une petite spring qui doit être. Ouais. Tu peux venir le fajr. Ok. D'accord? Ouais. Les 2 autres prières, ils les ferment pour éviter tout ennui administratif. Et ils vous prennent pas la tête ici, la police, eux? Ici à Marseille, c'est particulier. Marseille, c'est une zone où elle est comme toute la France. Ouais. Tu as trop parlé. Moi, je te déconseille de trop là-bas. Ok. Le cas de cette mosquée n'est pas unique en France. Il est même emblématique de ce bras de fer permanent entre les islamistes et les autorités. Au ministère de l'Intérieur, le directeur adjoint du service central du renseignement territorial reste très attentif face à cette volonté de rupture avec la République. Le danger de ce séparatisme, c'est finalement, à travers un repli communautaire, la volonté de faire primer une loi religieuse sur les lois de la République. Cette coupure qui va s'opérer entre certaines populations et
le pays dans lequel elles vivent, ce n'est pas un risque de bascule systématique vers de la radicalisation, mais un individu qui baigne finalement dans cette logique séparatisme, qui peut être en perte de repère, peut lui sombrer dans une radicalisation violente, qui là devient un vrai problème de sécurité. Les mosquées et les associations ne sont pas les seuls canaux de diffusion de l'idéologie islamiste. Internet regorge de sites fondamentalistes et de prédicateurs salafistes. Nous appartenons à Allah, bon gré, mal gré. Tous cherchent à diffuser leur message. Dans cette vidéo de 2013, ce propagandiste islamiste, connu des services de renseignement et toujours actif aujourd'hui, appelle clairement au séparatisme. Un jour, il faudra penser grand. Un jour, il faudra penser même à avoir nos banques. Notre monnaie locale. Les écoles doivent devenir une priorité pour nous tous. Aujourd'hui, nous devons nous dire, le projet d'école et les projets de mosquée, c'est deux choses qui vont ensemble. Et justement, depuis 3 ans, un nouveau phénomène inquiète les policiers du service des renseignements. Les écoles salafistes en ligne. Nous avons découvert 9 sites. Tous disent suivre le programme de l'éducation nationale. Leur cible, les enfants musulmans qui font l'école à la maison. L'éducation vous offre la possibilité de faire cours à votre enfant à la maison sans intervention directe d'un professeur. Au premier abord, rien n'indique leur ancrage salafiste. Le journaliste Jacques Duplessis a enquêté sur ces écoles. Il sait en décoder les signes. On voit par exemple la présentation des professeurs, il n'y a pas un seul visage. Les corps sont coupés, le cadre de la photo, on ne voit pas le visage. L'enfant a la tête dans les mains, ou alors il est masqué, ou c'est pris de dos. Et sur les dessins, il n'y a pas la bouche ni les yeux. Il y a juste la forme. Et ça, c'est clairement un marqueur d'un islam salafiste. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une terminale fille et puis une terminale garçon avec des spécialités au choix qui ne sont pas les mêmes. Alors, il y aurait les sciences économiques et sociales, la littérature et la culture pour les filles et les sciences économiques et sociales et les maths pour les garçons. Bon. Donc, les filles n'ont pas accès aux maths. Et les garçons n'ont pas accès à la littérature et culture étrangère. Pour éviter d'être fermés par les autorités françaises, la majorité de ces sites Internet sont basés à l'étranger, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Mais ce n'est pas la seule raison. Code pays 966, c'est l'Arabie saoudite. L'enseignement religieux, ils le disent clairement, s'appuie essentiellement sur les programmes du ministère des Affaires religieuses et de l'Éducation nationale saoudienne. Le choix de l'Arabie saoudite, évidemment, c'est pas neutre. On sait bien qu'il y a l'islam, ils promeuvent l'islam wahhabite, qui est un islam rigoriste, qui cherche à exporter. Ils ont vraiment un modèle qui cherche à exporter en finançant des mosquées, en ouvrant des écoles, partout dans le monde. Les frais de scolarité de ces écoles salafistes varient entre 700 et 2000 euros par an. Nous avons contacté l'une d'elles sous prétexte d'une inscription. Notre interlocutrice exprime clairement son rejet de l'école républicaine. La majorité des mamans qui ont décidé de faire l'école à la maison, c'est celles qui ont retiré leurs enfants de l'école publique pour leur éviter les programmes français d'éducation nationale qui sont de pire en pire. C'est une catastrophe, ça touche notre religion de plus en plus. Par exemple, ce qui est mythologie grecque, nous, alhamdoulilah, on est des musulmans. L'enseignante fera un cours de sorte à en même temps faire un rappel et de dire que nous, voilà, on apprend ça parce que c'est dans le programme. Mais bien sûr, nous, il n'y a qu'un Dieu et nous, il n'y a pas d'autre Dieu, etc. Vous comprenez? D'accord, oui, oui, oui. Une autre école nous invite à tromper les inspecteurs de l'éducation nationale en cas de contrôle à domicile. Il y a des choses, par exemple, vous allez être inspecté sur la musique. Nous, on a la vie juridique religieuse, que la musique, voilà, on n'a pas le droit d'enseigner. Mais je sais qu'avec les nouvelles réformes en France, il faudra faire attention. Moi, j'ai eu des mamans, ça s'est pas très bien passé à cause de ça. Vous voyez? D'accord, et c'est-à-dire, ça s'est pas très bien passé? L'inspecteur, il a posé de la question sur la musique. Pourquoi on ne fait pas de cours de musique? C'est pour ça que les mamans, n'hésitez pas, si vous trouvez des cours sur la musique, mettre dans le classeur de le faire glisser, quoi.
D'accord. Donc il y a plein d'astuces. Hein. Ou par exemple, quand on va vous poser la question est-ce que votre enfant écoute de la musique, dans les centres commerciaux, il y a de la musique. Donc oui, elle écoute la musique. Donc vous voyez, je vois. Voilà. Oui, je vois. Alhamdoulilah, nous on va vraiment dans le sens que l'enfant soit épanoui et qu'on avance ensemble et voilà. Ces écoles salafistes en ligne restent très minoritaires. Mais le risque est qu'elles formatent les jeunes esprits dans le rejet de la République. Comme Inès, 16 ans. Cette franco-tunisienne a fait le choix de l'école à distance pour garder son voile et ne pas se mélanger aux autres adolescents. Moi, aujourd'hui qui suis voilée, pour moi, je me sens à l'aise parce que justement ça concorde avec mes valeurs religieuses et je me sens libre de faire des choses que je ne pourrais pas faire dans une école laïque, comme par exemple porter le voile ou dire des termes tels que Inch'Allah, Masha'Allah, parce que pour moi ça sort naturellement, alors que si je le fais dans une école laïque, on va peut-être la remarque, ou peut-être que je me prendrai une heure de colle. Elle voulait aussi éviter certains cours. Quand on écoute très souvent de la musique, on n'a plus forcément de place dans le chœur pour le Coran. Le chœur, il choisit soit la musique, soit le Coran. Hier, il m'est arrivé d'écouter une musique avec une amie, et je vous assure que c'est vrai, elle est restée tournée en boucle dans ma tête jusqu'à aujourd'hui encore. Oui, c'est surtout pour ça, pour mieux se concentrer sur la religion, sur le Coran, etc. Parce que bien évidemment, le Coran a une place plus importante que la musique. Si on m'oblige à aller à l'école publique ou privée française, là, je devrais m'adapter à d'autres valeurs qui ne sont pas forcément les miennes. En islam, chaque cheveu qu'un homme étranger voit, on prend des péchés pour nous. Vous imaginez le nombre de cheveux que c'est sur la tête, tous les péchés que je prends. Dans quelques années, Inès ira sans doute à l'université. À ce moment-là, elle pourra garder son voile, car les signes religieux y sont autorisés. Les étudiants sont majeurs et ont leur liberté de conscience. Youssef Chiheb est professeur en politique de la ville à l'université de Bobigny. Ce spécialiste de l'islam radical a vu en 20 ans ses salles de cours changer de visage. Au fil des années, les jeunes filles voilées se sont faites plus nombreuses et les djilbabs, ces longues robes couvrant le corps, ont fait leur apparition, signe d'une pratique intégriste. De voir une jeune demoiselle qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans porter cette négation même de sa féminité, moi je trouve que c'est très très alarmant et c'est très choquant. Maintenant ça devient encore plus inquiétant parce que ce n'est plus la contrainte du père, du mari, du quartier, mais qu'ils vous disent c'est par conviction, monsieur, que je le porte. Personne ne me contraint à faire ça. Je le porte et je le revendique. Alors je lui dis mais pourquoi vous allez jusqu'à la revendication? Et là, vous avez la réponse qui vous fait froid au dos. Je suis dans un combat pour faire valoir des idées et des droits. Ce n'est plus une pratique religieuse, mais c'est une revendication politique et c'est un marqueur identitaire. C'est le terreau de l'islam radical. Pour avoir dénoncé l'extrémisme religieux, Youssef Chiheb a déjà été menacé de mort. Mais le professeur continue d'alerter sur les dérives qui ont lieu au sein de son université. Alors que c'est interdit, il a déjà surpris des étudiants en train de prier dans les salles de la faculté. Nous sommes donc allés dans son université à Bobigny, en caméra discrète. Et il ne nous a pas fallu longtemps pour tomber sur une jeune femme en train de prier sous cet escalier. À la fin de sa prière, elle nous explique qu'elle vient ici très régulièrement. De temps en temps, je fais ici, parce que après, on peut bien faire les 7 portes. Ouais, les gens, la technique, technique, ils vont pas aller regarder. Les vigiles, des fois, ils passent très rarement. Ouais. Il y avait des vigiles qui étaient venus pendant que j'étais en train de faire ma prière, mais ils s'en foutent, genre, je peux être tranquille pendant la prière. Un peu plus loin, une étudiante nous raconte qu'il existe d'autres endroits pour prier. Mais elle nous met en garde. Excuse-moi. Je sais pas s'il y a un endroit où je pourrais me mettre tranquille pour faire la prière.
Juste avant l'ascenseur, il y a un espace et tu tournes un peu, c'est derrière l'ascenseur. Ça t'embête pas? Non. C'est vrai qu'on passe à côté. Parce qu'il y a des sœurs qui se sont fait attraper. Ils les ont menacés de les virer. Avant, je sais qu'on pouvait tourner dans l'université, mais depuis tout ce qui s'est passé avec l'histoire du voile, la laïcité, tout ça, et ben, ils ont interdit. Ah, ça, c'est une caméra. D'accord. Et tu penses qu'ils regardent souvent et ils surveillent? Oui, c'est là. Ah, c'est ici. Ah, d'accord. Ouais, là-bas. C'est dans cette direction. Bah ouais. Toi, c'est là que tu pries d'habitude? Oui. Ok. De toute façon, là, il n'y a jamais personne qui passe ici. Non. Donc, ok. Bah écoute, merci. Ce ne sont pas des cas isolés. Dans une faculté voisine, un étudiant a trouvé un lieu pour prier. Il est à l'extérieur, mais toujours dans l'enceinte de l'université. Il cherche la direction de la Mecque avec son portable. Nous montrons ces images au professeur Youssef Chiheb, indigné par ces pratiques au sein de la faculté. Moi, je pensais que c'était révolu, ces choses-là. C'est de l'islam clandestin, j'appelle ça, quasiment. Le temps doit s'arrêter parce que le temps de la prière est supérieur au temps de la vie. Ces choses-là me posent problème. Ce n'est pas ça l'islam. Que l'islam, ce n'est pas prier dans n'importe quel endroit. Vous pouvez attendre de rentrer chez vous et d'être dans votre sphère privée. Ça, c'est de l'islam militant. Si on laisse faire, demain, ce sera plus la salle, mais ce sera peut-être l'amphi, ou ce sera dans l'esplanade de l'université. Donc, il faut s'attaquer au problème tant qu'il est en phase embryonnaire. Nous avons contacté la présidence de l'université de Sorbonne Paris-Nord, qui nous dit rester ferme sur le respect de la laïcité et sanctionner toute pratique illégale. À Lyon, Lilia fait partie de ces étudiantes militantes qui aimeraient changer la société française. Que les étudiants puissent prier à l'université, que le voile soit autorisé dans toutes les entreprises, privées et publiques, comme en Angleterre. Mon voile est un signe religieux que j'assume et que je ne souhaite pas enlever et que je porte fièrement. Au nom de sa foi, Lilia est prête à renoncer à son avenir professionnel. Lorsque j'ai postulé à des jobs étudiants, on m'a déjà refusé à cause de mon voile et on me l'a dit concrètement, hein, vous êtes super, on vous veut dans notre équipe, vous êtes agréable, mais enlevez votre voile. Et pourtant, c'était des entreprises privées, comme des boulangeries, des petites boutiques, où le principe de laïcité ne devait pas s'appliquer puisqu'on est dans l'espace privé. Et moi, bien sûr, je refusais, parce que si on m'accepte avec mon voile. Vous m'avez apprécié avec mon voile, donc je vois pas pourquoi je devrais retirer ce qui fait partie de moi pour pouvoir travailler, quoi. Obstination, elle me fermera peut-être beaucoup de portes, mais je préfère me voir fermer ces portes-là que de devoir renoncer à mes convictions personnelles. Ça va? Ça va? Ça fait longtemps, vous allez bien? Ça va et toi? La jeune femme aimerait devenir avocate, plaider devant les tribunaux avec son voile. Un rêve perdu d'avance. En France, c'est impossible. La justice est un service public qui exige un devoir de neutralité. Mais pour Lilia, le choix est fait. J'ai très envie d'être avocate, mais j'ai très envie de garder mon voile. Faut pas l'oublier, parce qu'on se dit, c'est dommage, elle a très envie d'être avocate, mais elle doit garder son voile. Il y en a beaucoup qui ont fait ce choix de retirer leur voile. Ma mère ou des gens de ma famille qui portent le voile, qui, lorsqu'elles travaillent, elles retirent leur voile et elles le mettent en sortant. Mais moi, personnellement, je refuse de me soumettre à ça. Vous pourriez indiquer votre avenir professionnel. Ouais. Ses amies musulmanes, elles, sont encore en conflit entre leur foi et leurs ambitions professionnelles. Je suis de confession musulmane et pratiquante et je sais que j'aimerais porter le voile un jour dans ma vie. Vous êtes posé la question? C'est une étape qu'on franchit. C'est qu'on atteint un stade, un niveau de foi et de pureté. Je ne suis pas au 100% de ma foi.
tant que je n'aurai pas atteint ce stade-là. Après, je pense que toute femme étudiante de confession musulmane se pose la question à un moment donné. Donc après, c'est des choix à faire. C'est un choix très compliqué, mais je pense que si le moment venu, on est vraiment face à un choix, bien sûr que la foi passera en premier. Moi, ça serait plutôt quitter la France même. Ouais, pourquoi pas. Éventuellement, d'aller dans des pays type de l'Angleterre. Les États-Unis sont aussi un peu plus ouverts. Ou même aller dans un pays musulman, mine de rien. Comme lequel, par exemple? Comme Dubaï, peut-être. En fait, le seul compromis que certaines personnes ont trouvé pour pallier justement leurs rêves, leur ambition professionnelle et la plénitude de leur foi, c'est de partir à l'étranger, mais c'est triste. En fait, c'est dommage pour la France. Lilia pourra très bien devenir avocate, gérer des dossiers. Seulement, elle devra confier ses plaidoiries à un collègue. Maître Basson-Larbi est son directeur de stage. Issu d'une famille multiculturelle, non musulman, il comprend la jeune femme et partage ses idées. Pour lui, Lilia n'a que 2 solutions si elle veut imposer un jour le voile dans les tribunaux. La première bataille à livrer, c'est de devenir avocate. Et une fois qu'elle sera avocate, elle sera à l'intérieur. Elle aura la possibilité de mener son combat. L'autre façon, c'est le combat sacrificiel. Une jeune femme de confession musulmane, avocate, qui va décider de se présenter en salle d'audience avec son voile. En sachant pertinemment que ça va provoquer une esclandre, qu'elle va être sortie du palais de justice, et à partir de là, il y aura des décisions qui viendront la sanctionner sans aucun doute, et le combat pourra s'ouvrir. En fait, c'est pas parce qu'il y a une loi, justement, la loi, elle est faite pour évoluer, on la change, c'est pour ça qu'il y a des jurisprudences. Les lois changent en fonction de la société, justement. S'il faut passer par là, je le ferai, je pense. À l'image de Lilia, certains essaient d'introduire la religion dans le monde du travail, et notamment les services publics, où les atteintes à la laïcité sont récurrentes. Comme ce jour de novembre 2020, en Île-de-France. La campagne de pub pour le dernier film de l'humoriste anglais Sacha Baron Cohen déclenche la colère de certains chauffeurs de bus musulmans. Et sur tous les bus, il y a cette pub de bâtard. Plusieurs chauffeurs de la RATP la dénoncent dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. C'est des ouf. Voilà, c'est abusé. Il y a des darons, pas, c'est tout. Qu'est-ce qui est choquant pour vous? Sa nudité, quoi. Ouais, sa tenue en premier lieu, ouais, c'est vraiment sa tenue. C'est ça, en fait. Ouais. Pour moi, c'est choquant. Une jeune fille qui regarde ça, un enfant de 5-6 ans, voilà, ça sexualise les gens, en fait. La pudeur, c'est vraiment ce qui fait la religion. Ultime provocation à leurs yeux, un détail à peine visible sur l'affiche. Le nom d'Allah est écrit sur la bague de l'acteur. La bague a choqué tout le monde. C'est la combinaison sur la même affiche de la bague où il y a marqué Allah et sa nudité. Ça a choqué. Là, je suis dans mon dépôt, je viens de finir le travail. Donc voilà, la fameuse affiche de Borat. Et effectivement, voilà, incroyable. Incroyable. Donc on va gratter l'affiche, hein. Des dizaines de chauffeurs arrachent les affiches et font pression pour les faire enlever. La direction de la RATP ne cède pas. Mais un autre réseau de transport, Latis, situé dans l'Essonne, préfère retirer les affiches rapidement et se justifie ainsi. Cette affiche n'aurait jamais dû figurer sur nos bus. Elle a été jugée non conforme à l'image que l'on veut donner à notre réseau, qui dessert notamment plusieurs quartiers populaires. L'humour aurait donc été censuré au nom de la religion. Est-ce qu'on peut se dire que c'est de l'humour et qu'il faut en rire tout simplement? Ça pourrait être de l'humour, mais on nous bassine avec la laïcité tous les jours en attaquant les musulmans presque tout le temps. De faire ça, c'est pas de l'humour pour moi, c'est vraiment de la provocation. Depuis 10 ans, la RATP fait face à des revendications religieuses toujours plus nombreuses. Certains chauffeurs de bus intégristes tentent d'imposer leurs lois. C'est ce que dénonce le député Les Républicains Éric Diard dans un rapport alarmant sur la radicalisation dans les services publics. Je ne pensais pas qu'il y avait autant
de problématiques de prosélytisme, de communautarisme, d'atteinte, j'allais dire, à la laïcité. Voilà, j'ai été surpris. Je me suis dit, mon Dieu, c'est très important. Vous avez les syndicats qui ont des revendications religieuses, qui demandent des endroits pour pouvoir prier. Et ce n'est pas tout. Il a aussi noté qu'un conducteur de bus refusait de recevoir de l'argent des mains des femmes. Pour cela, il avait prétexté une allergie et s'était fait délivrer un certificat médical l'obligeant à porter des gants. Le dépôt de bus de Pavillon-sous-Bois est connu comme le bastion des revendications communautaires. Un agent RATP nous explique que des intégristes tentent de faire entrer la religion sur leur lieu de travail. Les jeunes qui sont rentrés, par exemple, ils étaient clean, enfin, pas barbus ni rien. Dès qu'ils ont été embauchés, la barbe elle a commencé à pousser, ils ont refusé de serrer la main aux femmes. Et je suis venu faire la prière avec mon tapis dans le tramway et dans les salles de pause. Ça on les a déjà chopés. Ah ouais. D'accord. Ça, vous l'avez vu, ça? Ça, on a eu des cas ici. On a eu des cas ici, bien sûr. Il y a eu des sanctions. Mais c'est quoi le genre de sanctions? C'est des avertissements, des jours de mise à pied. Si tu veux pas relever une femme qui conduit un bus, écoute, change de métier, hein. Fais quelque chose, c'est autre chose, quoi. Des sanctions. Car aujourd'hui, la RATP applique la tolérance zéro. Depuis qu'elle sait que l'un des terroristes du Bataclan, Sami Amimour, était chauffeur de bus à Pavillon-sous-Bois en 2012. À l'époque, il était en voie de radicalisation. Et personne n'avait rien vu. Frédéric Potier est chargé de l'éthique et de la laïcité à la RATP. Son service surveille aujourd'hui les signes avant-coureurs qui laissent penser à un début de radicalisation chez un employé. Il appelle cela les signaux faibles. Il peut y avoir la tenue, il peut y avoir aussi des prescriptions alimentaires. Donc c'est vraiment un comportement, une attitude générale. Et donc, par exemple, la salutation, c'est quelque chose sur laquelle on est très vigilant. Et ce qui est important, c'est de dire bonjour à tout le monde de la même façon, quel que soit le sexe, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine ethnique de la personne. Cet ancien chauffeur de bus, qui ne souhaite pas montrer son visage, n'a pas voulu respecter ces règles. Il a été licencié en 2018. Au dépôt de bus où il travaillait, Rouba refusait de serrer la main du personnel féminin. Un jour, la directrice des ressources humaines le convoque. La RH, en fait, elle arrive, et là, elle me tend la main. Et je lui dis bonjour. Elle me fait, vous ne serrez pas la main? D'un ton énervé. Moi, je lui dis non. Et là, elle me dit, ce que vous avez fait à ma collègue précédemment, c'est une discrimination. Elle me dit, vous aurez un rapport par rapport à ça. Je dis, écoutez, madame, j'attends ce rapport-là pour le contester. Selon les courants très rigoristes de l'islam, serrer la main d'une femme est considéré comme impur. Pour Rouba, c'est une règle à laquelle il est impossible de déroger. Moi, si je vous tends la main, est-ce que vous la prenez? Non, je ne vous la prendrai pas. Parce que ça parle de convictions religieuses. Dans ma culture, dans mes convictions religieuses, les femmes, je les salue oralement. C'est une marque de respect. C'est que je vous respecte tellement que je préfère pas vous serrer la main, parce que nous, les femmes, on les considère comme des reines. Vous voyez? Pour ne pas avoir d'ennui, pourquoi vous vous dites pas quand je suis au travail, je serre la main des femmes et comme ça, j'ai pas de problème? Pourquoi? Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, c'est par rapport au respect que j'ai de la femme. Ce respect-là, je l'ai, que ça soit dans l'entreprise ou hors entreprise. La RATP lui reproche aussi d'avoir pris des libertés avec sa tenue de travail. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pantalon, l'uniforme, et je l'ai remonté jusqu'ici. Car c'était la période d'été. Il y avait une forte température à ce moment-là. Mais eux, ils l'ont interprété que c'était religieux. Selon les codes vestimentaires du salafisme, le pantalon du croyant doit s'arrêter au-dessus des chevilles. Comme Rouba ce jour-là, ou encore cet homme. C'est un signe d'humilité envers Dieu. Après 3 mesures disciplinaires,
Rouba a été licencié pour prosélytisme religieux et aussi pour avoir manipulé son téléphone au volant. Mais lui, y voit de la persécution. La problématique dans l'entreprise, c'est qu'on s'en prend aux musulmans. Ce qui est mon cas et certains collègues, j'ai remarqué que on leur reprochait plus facilement des choses qu'à d'autres personnes. Vous voyez? Donc c'est ça le problème en fait. C'est tolérance zéro parce que la laïcité, pour nous, à la RATP, c'est quelque chose qui nous protège, qui nous permet tous de travailler ensemble et de faire en sorte que la religion, les convictions religieuses, eh bien, elles relèvent du privé. Elles n'ont pas de voie d'expression dans ce qui est notre milieu professionnel. L'ancien chauffeur de bus a porté son affaire devant les prud'hommes qui ont donné raison à la RATP. Déterminé, il a fait appel. Au nom de la religion, certains partisans de l'islam radical sont prêts à tout pour faire taire ceux qui les combattent. Menaces de mort, harcèlement. Aujourd'hui en France, 130 personnes seraient sous protection policière. L'endroit où nous allons doit être tenu secret. Nous sommes quelque part en banlieue parisienne, où vit l'un des hommes les plus menacés de France. À chaque fois qu'il sort de chez lui, l'imam Chalgoumi s'attend au pire. L'homme ne peut plus faire un pas sans ses gardes du corps. Oui, je sors. Hein. D'accord, à tout de suite. Merci. Merci. Pour assurer sa sécurité, 6 agents de service de protection de la police nationale se relaient 24 heures sur 24. Son niveau de sécurité est maximum. L'imam a déjà échappé à une tentative d'assassinat et à un lynchage dans sa propre mosquée, celle de Drancy en Seine-Saint-Denis. Le vendredi, journée de la grande prière, est sûrement la plus risquée. Vous êtes obligé de le mettre chaque jour? Pas chaque jour, mais presque. Quand il y a des moments que je sens qu'il y a des tensions, ou les réseaux sociaux il est très actif contre moi, ou les prières de vendredi aussi. Les prières de vendredi, il y a 2 000 à 3 000 personnes. Ma crainte, c'est pas seulement les armes lourdes, mais ma crainte, c'est le couteau aussi. La crainte, elle est toujours là, je fais attention. Alors pourquoi l'imam Chalgoumi est-il devenu la cible des islamistes? Le rabbin de Drancy. Ceux qui le menacent de mort lui reprochent avant tout ses liens avec la communauté juive. Monsieur le rabbin, tu vas bien mon frère? Bonne fête Hanouka. Bonne fête Hanouka mon frère. Comme ce jour-là, où il rend hommage aux victimes de la Shoah à Drancy. L'imam est aussi en première ligne pour dénoncer les attentats commis au nom de l'islam radical. Comme Charlie Hebdo et celui du professeur d'histoire Samuel Paty. Nommez les choses comme ils sont. L'islamisme, il existe. C'est le poison de l'islam. C'est une maladie de l'islam. Il faut le combattre. Toutes ces prises de position lui ont valu 2 fatwas de l'État islamique et des centaines de menaces de mort en France et à l'étranger. Je suis devenu malheureusement l'homme qui védère la haine de tous les extrémistes, frères musulmans, salafistes, anti-républicains, pro-palestiniens, il y a de tout. Son garde du corps ne le lâche pas des yeux. Car ici même, dans sa mosquée, l'imam a failli être lynché par une centaine d'islamistes, comme le montrent ces images tournées avec des téléphones portables. Va avec les juifs, va! L'homme qui mène cet assaut n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Abdelhakim Sefrioui. Cet islamiste fiché S est à la tête d'un collectif considéré comme potentiellement dangereux par les renseignements territoriaux et aujourd'hui dissous. La pire des fitanes, c'est celle d'accepter des gens comme ça qui continuent à détourner la religion de Allah Azza wa Jal. En 2010, il reproche entre autres à Hassen Chalgoumi de soutenir la loi pour l'interdiction du voile intégral. Ses méthodes sont brutales et il le menace même indirectement de mort. Celui qui accepte peut être dans le reste dans cette mosquée. Wallah,
سيبوء بغضب من الله. Pourquoi? Parce que cet homme est là pour servir les ennemis de l'islam. Ce jour-là, l'imam Chalgoumi ne doit sa vie qu'au bon réflexe de son garde du corps. Il y en a parmi eux qui l'a appelé à m'assassiner. Et heureusement, lui, il m'a exfiltré. Il m'a fait sortir de la mosquée par force. Ce sont des extrémistes. Vous savez, si je n'étais pas protégé, ça fait longtemps que j'ai terminé comme le professeur, ce pauvre professeur. L'imam évoque l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty. Car l'un des mis en cause n'est autre qu'Abdelhakim Sefrioui. L'homme est soupçonné d'avoir orchestré la campagne de haine contre l'enseignant avec cette vidéo. Il lui reproche d'avoir montré les caricatures du prophète à des élèves lors d'un cours d'éducation civique. Des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades. Donc on a dit qu'on exige la suspension immédiate de ce voyou parce que ce n'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. Pour la justice, cette vidéo aurait incité le Tchétchène Abdullah Kanzorov à passer à l'acte. Noam Anwar, ancien policier du service des renseignements de la Seine-Saint-Denis, a surveillé Abdelhakim Sefrioui pendant 2 ans. Il nous explique que sa méthode était d'harceler continuellement tous ceux qui étaient en désaccord avec sa vision de l'islam. On est devant le lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen. Ici, il aurait menacé pendant plusieurs jours la proviseure qui interdisait le port de tenues religieuses à ses élèves. L'islamiste en aurait profité aussi pour attirer de nouvelles recrues dans son collectif. L'idée, c'est toujours, en fin de compte, de créer un clivage entre les adolescents qui sont en pleine structuration mentale, psychologique, et la République. C'est-à-dire de dire, voilà, la République vous aime pas, la preuve, elle est là, donc venez chez nous, nous, on vous aime. C'est un agitateur, en fait. C'est plus le type qui va conditionner des cibles, qui va justement les inciter à passer à l'action. C'est-à-dire qu'il va générer en eux une haine, en fait, des juifs, des musulmans modérés. Quand je dis modérés, c'est les musulmans ouverts au dialogue, à la laïcité, etc. À l'époque, nous, service de renseignement, on nous a accusés d'être alarmistes. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu malheureusement raison. J'aurais préféré qu'on se trompe. Selon Noam Anwar, Abdelhakim Sefrioui a toujours su jouer avec les limites de la loi. C'est pour cette raison qu'il n'a jamais été arrêté jusqu'à l'assassinat de Samuel Paty. Il risque aujourd'hui 30 ans de prison pour complicité dans une entreprise terroriste. À Paris, nous avons rencontré son fils de 27 ans, accompagné de l'un de ses avocats. Pour eux, les méthodes de pression d'Abdelhakim Sefrioui sont tout simplement celles d'un militant ordinaire. Il fait du militantisme comme des tas de personnes font du militantisme. Et en France, on a le droit de faire du militantisme. En soit hostile à ses idées, à sa façon de les présenter, on peut le contre-attaquer, c'est tout à fait normal. Et c'est même bienvenu. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Vu les proportions que ça a pris, est-ce qu'il regrette d'avoir fait cette vidéo? Cette vidéo ne fait mention du nom du professeur. Cette vidéo simplement défend des principes d'ordre généraux. Voilà, sur le respect des droits de l'enfance. Donc mon père estime que voilà, ils ont été malmenés par cette pédagogie utilisée par le professeur Samuel Paty. Et donc voilà, absolument aucun appel à la violence, juste l'expression de son opinion sur cette pédagogie. Donc votre père ne regrette pas d'avoir fait cette vidéo? Écoutez, je n'ai pas discuté de la question avec lui. Mon père étant en isolement, j'ai un contact très restreint avec lui. En revanche, une amie de son père, que nous avons pu joindre au téléphone, elle, est plus directe. Et avec le recul, vous, il vous dit j'aurais pas dû m'en mêler? Non, c'est pas quelqu'un. Quel intérêt de dire ça? C'est pas quelqu'un qui s'est en soi et il garde ses positions parce qu'il n'avait aucun intérêt que ses valeurs. Parce que montrer une caricature, la figure du prophète, dépasse même Dieu et le Coran lui-même. Donc quel intérêt de venir humilier, profaner un sacré chez un enfant quand on pourrait faire différemment? C'est comme vouloir insulter son père ou sa mère. En quoi ce serait pertinent? Le procès d'Abdelhakim Sefrioui aura lieu dans plusieurs mois. À la mosquée de Drancy, l'imam Chalgoumi vit toujours sous la menace islamiste. Pour ne prendre aucun risque, il a dû exiler sa femme et ses 5 enfants à l'étranger.
Ça fait 6 ans qu'ils sont partis de la France. Ils sont dans quel pays? Ils sont quelque part dans le monde, bien protégés, changer de nom de famille. Et vous pouvez pas dire où ils sont? Non. Ça, c'est un prix à payer, très lourd. Vous savez, le meilleur moment de la vie d'un père ou des parents, de voir leurs enfants grandir. Moi, je ne l'ai pas vu grandir. Les islamistes, ils ont kidnappé la religion, ils m'ont pris en otage, ils ont pris la communauté musulmane en otage. C'est un projet politique, c'est un projet malheureusement de diviser la société. C'est un projet aussi de récupérer la religion à des fins politiques. L'islamisme, c'est la maladie de l'islam. L'islam, il ne peut pas se guérir tant qu'on ne lutte pas contre l'islamisme. Le combat de l'imam Chalgoumi est aussi celui de tous ceux qui défendent la laïcité contre le dogme religieux. Les Lumières contre l'obscurantisme.